Il est né en 1953 à Donguila, dans le département du Congo-Monda. Il a commencé d'ailleurs dans cette bourgade du Gabon ses premiers pas vers l'école. Les premiers pas qui s'achèvent, entre guillemets, à Rennes 1, en France, l'université de Rennes. Il a travaillé comme un forcené pour arriver à un certain niveau d'appréciation. Et d'ailleurs, pendant toute sa carrière administrative et politique, il a occupé plus de 55 postes officiels, je voulais dire, régaliens. C'est un homme de culture, un homme associatif. D'ailleurs, dans le département du Congo-Monda, il est connu avoir créé des structures associatives. Il a été d'ailleurs président d'honneur de la Fédération camerounaise de boxe. Il a créé l'association Omnisport Goyetini, où on pouvait trouver du football, du handball, du basketball, et voire même cross, la course à pied. Il est quelquefois considéré comme un lynx, quelquefois comme un phénix. Lynx parce qu'il voit loin, ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Phénix parce qu'on dit qu'il sait renaître de ses cendres. Ce personnage haut en couleur que nous recevons, on aurait pu le dire, mais non, c'est lui qui nous reçoit dans ses appartements de Bikele. Bikele qui est une ville, un arrondissement, je dirais, un exemple de bâtisseur. Et d'ailleurs, on dit qu'il est à l'origine du plan architectural de Bikele, et puis, voire même de l'imposition de certains modes ou architecture de maisons. Bon, écoutez, on dit beaucoup de choses sur beaucoup de personnes, et vous avez sûrement connu de qui il s'agit. Il s'agit de Paul Bigirimba, Premier ministre du Gabon, plusieurs fois ministre, et il fait l'actualité. L'actualité, c'est qu'il a décidé de renaître de ses cendres, encore une fois, après 1994, où il est parti au pouvoir pour créer le fameux parti MCD qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui a bousculé un peu le microcosme et macrocosme politique du Gabon. Aujourd'hui, il nous revient sous un autre visage. Parce que l'actualité, évidemment, on ne peut pas l'occulter. C'est ça l'émission du Parti démocratique gabonais après qu'il ait tenu avec maestria ce parti pendant la transition, après le cours de 2023, c'est lui qui avait la lourde charge de maintenir les fondamentaux et les fondations de ce parti jusqu'au dernier congrès qui a fait passer un autre militant, la personne de Blaise Louembé, à la tête du parti, même si ce parti-là aujourd'hui connaît des scissions et plusieurs courants. Mais lui l'a dit, il quitte donc cette structure qui ressemble un peu plus à un caniacram pour repartir, rebondir. D'ailleurs, il essaie de le faire sous d'autres formes. Merci, Monsieur le Premier ministre, parce qu'on ne cesserait jamais de vous appeler ainsi, de nous recevoir dans votre bureau et de pouvoir discuter avec nous pour éclairer les Gabonais sur la nouvelle vision de Paul Bigirimba et ce que vous avez apporté de nouveau à la population camerounaise. On ne va pas revenir sur notre démission parce que tout le monde l'a suivi, mais par contre, nous voulons savoir, après la démission, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire juste deux petites observations par rapport à la présentation tout à fait acceptable que vous avez faite de moi, et merci pour ces propos très chaleureux et même très élogieux. Première observation, et j'insiste là-dessus,
je suis né à Donguela, dans le district de Libreville. District de Libreville. Le Komo Monda est venu Bien après. Bien après. Oui, c'est quand je reviens de mes études en France en début des années 77 que j'apprends que cette zone s'appelle maintenant Komo Monda. Mais moi, j'ai laissé le district de Libreville. Et j'aime bien dire district de Libreville. Même si j'habite maintenant dans cette unité administrative qu'on appelle département du Komo Monda. L'autre observation, ben, c'est simplement un rappel. Vous avez fait allusion un peu à mon passage au PDG, c'est juste de le dire. Mais pour moi, je ne suis plus du tout du PDG et je ne veux pas en parler. Je ne m'occupe plus du tout de cette structure politique et vous serez gentil de ne pas en faire état tout au long de notre entretien parce que moi, j'ai coupé, c'est terminé. Je regarde vers l'avenir. Vous savez, du reste, j'ai 72 ans, donc ça veut dire qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Quand on a 72 ans, il vous reste quoi, 5, 10, 15, 20 ans, au grand maximum. Donc, il vaut mieux se projeter vers l'avenir que de regarder le passé. Le temps m'est compté. Et c'est ce que je peux faire dans l'avenir qui, moi, m'intéresse. Et je pense devrait intéresser les Gabonaises et les Gabonais et les auditeurs et les auditrices qui nous suivent. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, sauf si vous avez une question. Non, okay. La question, elle est celle-là. Quelle est la nouvelle vision de Paul Biya-Yimba? Alors, je voudrais d'abord vous dire que je suis fondamentalement un homme politique, homme d'État, parce que j'ai occupé les hautes fonctions d'État, mais un homme politique. Du reste, vous remarquerez que, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le constater, mais lorsque je remplis des imprimés, des fiches, lorsque je me présente, si vous aviez demandé une carte de visite, l'une de mes cartes de visite, je dis toujours, quand on me demande profession, je dis homme politique. Ma profession, c'est homme politique. Mais avec une précision ou un souci de précision de banquier. Oui, je fus banquier, mais je suis retraité de l'administration, tout ça c'est du passé. Je suis quelqu'un... Le passé est important dans la vie parce que c'est avec le passé qu'on tire des expériences. Mais honnêtement, je n'évolue pas en regardant trop dans le rétroviseur. Non. Je regarde de temps en temps pour voir s'il y a quelque chose. Je tire en tant qu'homme politique, forcément, je suis un peu historien. Je regarde un peu ce qui s'est passé, comment se sont comportés les hommes politiques dans le passé, aujourd'hui, comment ils ont fait pour régler certaines situations, parce qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est les mêmes choses qui se reproduisent, mais avec des variantes. Et parfois, je lis, regardez ma bibliothèque, dedans vous trouverez les auteurs de tous les livres de tous les grands hommes, tous les grands penseurs. Quand je regarde, tiens, tel responsable politique qui a connu très certainement une situation similaire, comment il s'est comporté, comment, etc. Mais je suis quelqu'un résolument tourné vers l'avant, honnêtement, vers l'avant. Et vers l'avant du Gabon, je veux vous dire que j'ai cette chance d'être au début d'une nouvelle république. Que le président de la République, le Brice-Clotaire Oligui Nguema, a baptisé de 5e République. Mais bon, c'est une République nouvelle. Et comme toute chose nouvelle, il faut s'adapter. L'homme pragmatique, l'homme pratique, j'ai la faiblesse de penser que je tends vers ça, si je ne le suis pas, mais je tends vers ça, doit être capable d'analyser, de faire la synthèse, de faire un diagnostic et surtout de mettre en place une thérapeutique. Et la meilleure thérapeutique, c'est de s'adapter aux évolutions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et vous remarquerez que tous ceux qui ne se sont pas adaptés aux évolutions ont été rattrapés. Ont été et même perdus. Les esprits, je dirais, faciles, appellent ça de l'opportunisme. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais encore que dans opportunisme, il y a le mot opportun.
opportunités. Or, la vie, précisément, est en grande partie une question de gestion des opportunités. De gestion des opportunités. Ce n'est pas de l'opportunisme. Au contraire, c'est faire signe d'adaptation aux évolutions. C'est une preuve d'intelligence. Merci. Voilà. Mais je dis que c'est une preuve de pragmatisme et d'efficacité dans l'action. La Ve République se met en place. Tout ce qui est derrière nous, c'est du passé. Et ce qui est passé est quelque chose de mort. Vous ne vous accrochez pas aux choses mortes. Non. Vous savez, j'ai coutume de dire, il y a un chef d'État que je n'aimais pas beaucoup au début, dans les années 72, quand il est arrivé, je ne l'aimais pas beaucoup parce qu'il était communiste. Moi, je suis un libéral social. Mais par la suite, j'ai commencé, vers la fin de sa vie, j'ai trouvé qu'il avait des qualités, beaucoup de qualités. C'est Mathieu Kérékou. Il avait beaucoup de qualités. Au début, vraiment, j'étais à l'opposé. Et d'ailleurs, comme moi, il a pris comme logo politique un animal. Lui, c'est un caméléon. Il a pris comme logo politique un caméléon. Et vous avez pris une tortue. Moi, j'ai une tortue. Oui, c'est pas très loin. Le président Kérékou. Les deux animaux vont doucement. Voilà. Doucement. Quelquefois changent d'habitat. Oui. Peut vivre dans l'eau comme sur terre ferme. Non, surtout s'adapte facilement aux situations. Les deux animaux s'adaptent assez facilement aux animaux. Le caméléon, lui, il prend la couleur du milieu. On ne va pas me dire qu'un caméléon est un animal opportuniste. Non. Il s'adapte. Il s'adapte, oui. Et la tortue également s'adapte, analyse et s'adapte facilement. La seule différence, c'est qu'entre le caméléon et la tortue vit plus longtemps. Oui, il y a ça en plus. Ouais. Est-ce que c'est le parallèle que vous voulez ressortir entre Mathieu Kérékou, qui n'a pas pu prendre sa retraite en politique, et vous comptez. Et c'est pour ça que vous remarquerez que je ne me précipite jamais. Franchement, je fais l'effort de ne pas me précipiter devant les situations. Je prends le temps de regarder. Je peux faire une mauvaise analyse, une analyse incomplète, c'est vrai, mais je prends le temps de regarder, toujours. Je prends le temps de regarder. Alors, Mathieu avait coutume de dire, quand il termine ses discours, il disait, ce qui est dit, est dit. Ce qui est dit, est dit. Et en disant cela, il s'inscrivait dans la philosophie de Confucius, qui disait que, au lieu de dire qu'il y a 2 ou 3 choses difficiles, impossibles à rattraper dans la vie, une flèche qui est ricochée, un coup de feu et une parole qui est sortie. Dès que la parole est sortie de la bouche, on ne peut jamais la rattraper. Même si vous dites excusez-moi, je regrette, c'est pas la peine, la parole est sortie. C'est pour cela qu'avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue, même 10 fois dans la bouche, pour que vous ne disiez pas des choses qui peuvent être mauvaises, parce que vous ne rattraperez jamais ça. Alors, donc Mathieu Kérékou disait, terminer ses discours en disant, ce qui est dit, est dit. Et j'ai apprécié ça. Et moi, j'ai dit toujours, modestement, quand je parle avec les gens, en disant que ce qui est fait, est fait. Ne regardons pas derrière. Hein? Vous avez une montre, malencontreusement, je la laisse tomber, elle se casse, elle est cassée. Elle est cassée. Je n'ai que 2 choses à faire, balayer les débris, les jeter dans la poubelle, soit je vous la répare, si on peut réparer, soit je vous achète une autre montre. Bon, tournez vers l'avant. Et la meilleure solution étant chercher quelque chose de nouveau, de neuf. Voilà. Pour moi, ce qui est fait est fait. Maintenant, je regarde devant. L'avenir vous appelle. Voilà. Et je souhaite que mes compatriotes de ma jeunesse voient plutôt comment je veux m'organiser pour les quelques années qui me restent à vivre, parce que c'est certain que ce qui me reste à vivre est infiniment plus petit que ce que j'ai vécu. Oui, mais ça ne suffit pas que c'est imminent. Parce qu'on veut toujours vous avoir avec vous. Oui, merci. Merci. Parce que vous, dans certaines conditions, dans certains cas, vous êtes un cas d'école pour les jeunes générations. Ouais. C'est vrai que vous ne vous précipitez presque jamais. Et c'est vrai que vous n'essayez jamais, mais vous vous engagez. Quand vous prenez la décision de faire quelque chose, vous vous engagez. Ce qui fait que, on dit de vous,
le mot à la mode, bâtisseur. Vous êtes un bâtisseur et tout le monde le sait. Est-ce qu'on peut être bâtisseur et extrêmement réfléchi, pour ne pas dire hésitant? Vous savez, ce mot-là est un mot riche, le mot bâtisseur. Très, 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 très riche. Et moi, je regrette la perte de quelqu'un, un ami, un grand frère aîné, qui est même, après, quand on était à l'université de Rennes, dans les années 70, bâtisseur. Adrien Koressi, il l'a quitté il y a. Il m'appelait souvent comme ça. Il disait, Paul, toi, tu es un bâtisseur. Et quand il venait me voir à Bikele, de temps en temps, il ne cessait de me le dire parce qu'il avait pris un terrain en COP à 10 km ici. Et lorsque le président Dr Olivier Niema a pris ce mot-là comme leitmotiv dans son projet de société, qui est là d'ailleurs sur la table, le mot bâtisseur, réellement j'étais content. J'étais content qu'il ait pris ce mot-là parce que d'ailleurs lui-même en tant que citoyen, il est bâtisseur. Il est vraiment bâtisseur. Il construit. Et en tant qu'homme d'État, il indique clairement sa direction. Construire le Gabon, rattraper les retards en infrastructure, surtout en matière d'infrastructure, mais également ailleurs. Donc le mot bâtisseur est un mot qui devrait beaucoup être approprié par les Gabonais et les Gabonais. Et vous vous identifiez à ce mot? Oui, je n'ai aucun problème avec ça. Et puis d'ailleurs, depuis votre jeune âge. Voilà, je me sens un bâtisseur. Et vous êtes malin. J'allais en parler tout à l'heure. Je ne connais pas la suite des questions. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis parti du PDG? Je veux m'inscrire fondamentalement et totalement dans l'action de bâtir le Gabon, avec tout le monde. Dans l'action que devrait mener Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais il a déjà lancé. Il a déjà lancé l'action. Vous pensez que c'est votre voie? C'est pas de vrai dans la voie qu'il a tracée et dans laquelle il a commencé des premiers pas, mais des pas décisifs. Aussi bien pendant la transition, on a vu les travaux qui se faisaient, mais également dans son projet de société, tout le monde l'a lu. Le problème, c'est que bien sûr, Gabon, on ne lit pas les présidents sur la base du projet de société, mais il faut quand même les lire, parce que ça montre quand même, ça met en évidence la direction que veut prendre le candidat. Et dans son projet de société, et d'ailleurs le mot édifice sort. Un édifice, c'est un bâtiment. C'est ça, non? Le mot édifice sort. Oui, je me reconnais dans ça. Je m'inscris dans cette politique de bâtir le Gabon. Parce que, voyez-vous, et moi je ne jeterai jamais la pierre à qui que ce soit au Gabon. Parce que premièrement, moi-même, j'étais décideur. Je suis un décideur. Vous étiez vraiment décideur? Oui. Au Gabon, on a l'habitude d'entendre que les premiers ministres le décident. Non, ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais décideur. Même avant. Là, vous sortez des sentiers battus. Non. Moi, j'étais décideur. J'étais premier ministre. J'avais le plein pouvoir. Vous entendez, chers internautes, chers téléspectateurs, le premier ministre Paul Biya Nguema dit que contrairement à ceux qui faisaient des fuites en avant et qui ont fait penser aux populations gabonaises, peut-être en fonction du déficit de leur réalisation et de leur empreinte dans la vie de chaque Gabonais, qui disaient qu'il n'avait jamais décidé, il n'avait jamais gouverné. Mais Paul Biya Nguema dit qu'il a gouverné. Est-ce que ce n'est pas une preuve de courage? Nous, on pense que c'est une preuve de courage, mais est-ce que ce n'est pas un suicide quand vous le dites? Oui, j'ai dit, moi, j'ai gouverné. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai gouverné facilement. Vous savez, quand vous êtes à certaines fonctions, même pour le président de la République, ce n'est pas facile. Il y a des discussions, il y a des contraintes, il y a des avis contre, des avis pour. Des pesanteurs. Des pesanteurs, des contraintes, des attaques. Vous comprenez? Bon, c'est ça, en fait, c'est ce que je trouve bien dans la politique. Parce qu'au moins, il faut lutter. Mais vous avez été, toutefois, beaucoup attaqué, surtout quand vous étiez Premier ministre. Oui,
Parce que, et même aujourd'hui. On disait que vous avez une froideur. Non, aujourd'hui, parce que, vous savez, malheureusement, plusieurs, pas tout le monde, plusieurs de nos compatriotes, vous savez, nous sommes traditionnellement un pays oral. Vous savez, nous ne sommes pas un pays d'écrit. L'écrit, c'est les Blancs qui nous ont amenés. Nous, notre tradition, c'est l'oral. Et l'oral, ça va facilement. Et l'oral a cet inconvénient qu'on n'exige pas la preuve. Vous comprenez? On n'exige pas la preuve. Vous êtes ici à C'est le bon sens. Voilà, vous êtes dit, non, c'est plutôt un sentiment. Vous êtes venu m'interviewer à Bikele, c'est bien, mais quelqu'un va vous dire demain que vous êtes venu faire la politique à Bikele. Quelqu'un qui va vous voir sortir de chez moi, vous dit, ah, on a vu, il est allé faire la politique chez M. Paul Biot, et c'est ça qui va partir. Mais ça tient de votre personnalité. Quand on voit M. Biot, on voit politique. Voilà. On ne va pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il est venu faire, quel est le contenu de son entretien. On ne va pas chercher. On ne va pas chercher à savoir. Malheureusement pour plusieurs d'entre nous, bon, on s'arrête à la première impression. Et d'ailleurs, même quand on va dans l'écrit, quand vous voyez, moi je ne fais jamais de démentir. Je suis attaqué dans les journaux, etc. Je peux vous dire en toute honnêteté que 95 à 97% des critiques qu'on formule sur moi dans les journaux sont totalement fausses. C'est vrai. Je ne me porte jamais de démentir. Jamais. Parce que vous savez qu'en cherchant à faire des démentis, vous amplifiez l'onde des informations. Parce que je sais que c'est ça la donnée sociologique, c'est comme ça. S'il y a des réactions, c'est peut-être parfois mes collaborateurs qui disent, mais si ce n'est que moi, c'est bon parce que je suis surtout persuadé que celui qui a écrit ou celui qui fait l'émission sait très bien que c'est faux. Mais il veut. Et puis, bon, si ça peut faire vivre certaines personnes, si ça peut faire vivre certains de vos collègues, vos confrères, ok, d'accord. C'est trop magnanime ce que vous dites. C'est trop magnanime. Vous n'allez pas vous sacrifier. Non, je ne me sur le plaisir ou bien les instants de survie de certaines personnes. Vous savez, il y a un adage qui dit que aucune vérité n'a de tombe. Il y a de tombe. Il n'y a pas de tombe pour les vérités. Parce que tout le temps, on va s'apercevoir que c'est totalement faux. Moi, je vois, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Ouais. Il y a plusieurs années, j'ai trouvé quelqu'un presque comme vous, en difficulté sur la route. Je me suis arrêté. J'ai bien vu qu'il avait une crevaison. Je me suis arrêté, je lui suis descendu, et pour lui porter secours. J'ai noté qu'il était très réticent. Il était très réticent. J'ai dit, mais il est 18h passé, tu ne vas pas rester là. Monte avec moi, j'ai un garage, je vais aller chercher quelqu'un pour venir. Il est monté difficilement. Et, bref, pourquoi je vais vous dire, je l'ai aidé contre son avis. Il ne voulait pas. Mais je l'ai aidé, je lui ai fait réparer ça, il est reparti. 3-4 jours après, il est venu, il a demandé à me voir à mon bureau. Il y a quelques temps, à l'époque, j'étais président de banque, à BIPG. C'est que je me dis que telle personne veut vous voir. Je le reçois, il vient, il s'assoit devant moi. Il reste presque 3 à 4 minutes sans rien dire. Sans rien dire. Il me regarde. Et il me pose la question, mais, monsieur, pourquoi vous m'avez aidé la fois dernière sur la route? Comment on répond à une telle question? J'étais surpris. Je lui dis, comment? Est-ce qu'il y a un problème? Je vous connais, vous êtes un Gabonais, je vous trouve en difficulté sur la route, je ne peux pas vous abandonner à 18h15 sur la route, et puis moi, j'ai aucun problème. Il dit, s'il y a un problème entre vous et moi. Est-ce que la tortue a compris? Donc, je lui dis, il y a un problème. Je dis, quel problème? Il dit que, on m'a dit que c'est vous qui m'avez relevé de ma fonction, de mon poste de travail. Ah bon? Oui. Comment ça? Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre nom. Je vous vois comme ça passer, mais comment vous pouvez savoir que c'est moi qui vous ai relevé de votre fonction? Non, ce n'est pas moi, je ne sais pas. Parce que pour relever quelqu'un, il faut le connaître, il faut avoir un motif. Pourquoi je vais vous relever de votre fonction? Je ne l'ai pas convoqué, il est parti. Mais une semaine, 10 jours après, il est revenu. Il dit oui, effectivement, j'étais surpris par votre. J'ai fouillé, j'ai regardé. C'est pas vous. C'est pas vous. Ils ne sont pas nombreux. C'est pas fini. Il dit, c'est pas vous.
j'ai bien vérifié, je sais maintenant qui, c'est pas vous. Il me dit, est-ce que vous lisez la clé? À l'époque, il y avait le journal La Clé. La clé. Oui, est-ce que vous lisez la clé? Je ne dis pas souvent, je ne dis pas souvent. Je dis, bon, vous voyez, tous les articles qui sortaient contre vous, qui sortent contre vous à la clé, c'est moi. C'est moi qui les ai écrits. C'est moi qui les écris pour me venger de ce que vous m'avez relevé de votre fonction. Oh là là. Maintenant, je sais que ce n'est pas vous. Et on est devenus des amis. Mais de grands amis. Il a fallu du temps. Hein? Ouais. Donc, je sais que tôt ou tard. La vérité finit par triompher. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de démentir. Alors, pour continuer un peu, parce que vous m'intéressez dans votre question, je vais m'inscrire vraiment à contribuer, modestement certainement, mais à contribuer avec les autres, apporter mes modestes connaissances, ma modeste expérience, ma modeste vision, petitement, à m'inscrire, je dirais, dans le camp des bâtisseurs de ce pays. Parce que, et je le dis toujours, et j'ai une part de responsabilité en tant que dirigeant, le niveau de développement du Gabon aujourd'hui ne correspond pas à ses capacités, à ses possibilités. Il faut être honnête. Nous avons fait beaucoup d'erreurs et il faut rattraper. Alors, et j'entends certaines personnes dire, ouais, les gens qui ont géré le pays, il faut les jeter dehors, il faut. Ça me fait sourire. Ça me fait beaucoup sourire. Mais ils oublient que les gens qui ont géré le pays ont beaucoup d'expérience. Et il n'y a pas meilleure personne performante que celle qui tire les leçons de son passé. C'est les personnes qui tirent des leçons de leur passé, il faut être plus performant que d'autres qui Il y a des choses aujourd'hui en tant qu'homme politique que je ne peux plus faire. Est-ce que vous savez ce qui se dit dans les faubourgs? Qu'est-ce qui se dit? Il se dit qu'Oligui Nguema, le nouveau président du Gabon, président de la République, a démissionné du PDG d'une manière ou d'une autre pour rebooster le développement du Gabon. Et qu'à un moment donné, par acquaintance ethnique, clanique, M. Biyoremba aussi claque la porte. Vous ne voulez pas qu'on parle du PDG, on vous le conseille, claque la porte. En tant que sanglier, ou cochon, ou facochère, ça dépend, pour aller retrouver Oligui Nguema qui est son fils. On sait que l'on soit cochon, sanglier, facochère, vous avez quelque chose en commun qui fait un peu votre ADN, c'est que il y a de la graisse. C'est attirant. Vous nourrissez. Bon. Est-ce que c'est parce que votre fils a décidé de créer notre chemin en empruntant en vous ce qui fait de vous Yoremba, bâtisseur, que vous avez démissionné du PDG pour retrouver votre fils? Vous savez, la vie a des connexions multiples. Ah! Il y a des connexions multiples. Et surtout que certaines connexions peuvent avoir beaucoup de résultats positifs. Ce que je note d'abord aujourd'hui, c'est que le président Oligui Nguema a tracé une voie qui me paraît de nature, si on la poursuit bien, à sortir le Gabon de l'état de développement actuel vers un mieux-être pour tout le monde. C'est clair. Si ça avait fait le cas, je le lui dirais personnellement. Je lui dirais que ce que tu fais là, ce que le président, ce que vous faites là, c'est pas bon. Maintenant, il y a effectivement qu'il y a des liens, n'est-ce pas? Mais ces liens, c'est pour soutenir, n'est-ce pas? Ce sont des liens réels, mais c'est pour soutenir l'action que j'apprécie au départ. J'apprécie cette action-là au départ. Vous savez, vous pouvez avoir des enfants, j'en ai beaucoup. Il y en a qui posent des problèmes que je n'apprécie pas et je ne veux pas les encourager, même si ce sont mes enfants. Et il y en a qui posent des problèmes qui sont envers les voix que je soutiens fortement. C'est cela. Je pense que c'est les deux choses réunies. Le fait qu'il ait tracé une belle voie pour le Gabon. Comprenez? Vous savez,
on ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Je crois que ce qui fera toujours la force du président Olivier Nguema, c'est le fait qu'arrivé le 30 août 2023, comme on sait, il ne s'est pas livré à des choses regrettables. Il n'y a pas eu de versement de fonds. Il n'y a pas eu l'emprisonnement autre les autres. Il n'y a pas eu vraiment une restriction terrible des libertés, en dehors de petits couvre-feu. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Voilà, je crois que rien que pour ça, au Gabon, il y aura toujours plus de 50% dans un vote. Il a fait preuve de sagesse, d'humanisme, il a été Gabonais. Les Gabonais n'aiment pas verser le sang. Vous voyez, rien que ça, c'est bon. Deux, il respecte quand même sa parole, même s'il y a quelques dérapages en termes de timing, mais c'est respecté. Et même, par exemple, les élections, les ont eu lieu en avril, mais c'était prévu en août. Ouais, donc, il a rattrapé, n'est-ce pas? Donc, tout ceci fait que, globalement parlant, le président Olivier Nguema mérite d'être soutenu et accompagné. Et maintenant, s'ajoutent des aspects familiaux que vous avez et qui sont eux aussi importants. Ils sont importants. Les Gabonais connaissent ça. Mais bien sûr. Mais je le dis, mais je ne veux pas que les gens se mettent ne voient pas réellement la solidité de mon soutien vis-à-vis de l'Olivier. Je ne vois pas qu'ils mettent le côté parental. Je pense que c'est mauvais. Je pense que c'est le côté parental, il est là, il est fort, je ne le nie pas. Au contraire, je l'entretiens, je veux même le rendre plus fort, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Il faudrait que vous l'ameniez ensemble dans la même direction. Dans la même direction, ouais. Dans la même direction, et c'est ça, ça veut dire que c'est ce couple-là. Soutien parental, oui, mais soutien politique et économique en fonction des orientations qui sont développées. On additionne les deux et ça fait un soutien fort, appuyé. Voilà. Nous allons bientôt terminer notre entretien. Les Gabonais ont suivi votre départ de votre ancienne écurie politique. Aujourd'hui, les Gabonais attendent, je dirais même avec une certaine frénésie, votre prochaine sortie pour clarifier votre position. Parce que, on ne peut pas l'occulter, Yorba a de la foule, drôle du monde, a un capital sympathique, presque hors norme. Mais les gens attendent. À quand la prochaine grande sortie de Paul Biyalemba pour fixer ses sympathisants, ses fidèles, ses soutiens? Merci pour cette attention qui m'est portée. Mais je vous l'ai dit au début, je suis fondamentalement un homme politique. Et sauf maladie, décès, etc., je pense que je peux encore tenir le coup pendant 10, 12, voire même 15 ans. 50 ans. Non, c'est ça que je fais la retraite. 50 ans. Je peux encore tenir le coup, sérieusement. Je me sens en capacité, honnêtement, s'il n'y a pas quelque chose de grave, même encore 10 ans, 12 ans. Votre totem fait 200 ans. Voilà. La tortue, 200, 500 ans. Alors, c'est sûr, et je l'ai dit, quand j'ai fait la déclaration politique de démission, je vous l'ai dit, je suis fondamentalement un homme politique. Donc, forcément, je vais m'organiser pour me retrouver dans une structure politique. Parce que la politique, on ne la fait pas seule. Jamais. La politique est un jeu d'équipe. Un seul doigt ne lave pas la figure. La politique est forcément un jeu d'équipe. Ça veut dire que je vais me retrouver dans une équipe politique qui va se constituer, on verra ce que ça va être, dans une équipe politique qui va travailler à soutenir l'action politique qui est développée à la tête du pays par le président de la République, à la soutenir, parfois même à contribuer à son élaboration, parfois quand c'est possible. Je suis député à l'Assemblée nationale, donc j'examine les lois. Enfin, je suis encore jusqu'à la prochaine élections, donc j'examine les lois.
je regarde ce que c'est, effectivement, mais je suis également une personnalité qui, vous-même vous l'avez d'ailleurs appelé, qui aborde plusieurs milieux. Par exemple, j'ai une fondation sur la protection sociale et une sur la mer, etc. Je prends part à des réunions, à des conceptions de politique qui sont bonnes, ces politiques-là, pour le pays. Donc, je vais contribuer et faire des propositions d'abord au président de la République. Si je trouve que ces propositions sont bonnes, je peux demander au gouvernement de les examiner et je peux être de temps en temps, parce que le gouvernement le souhaite, appeler à expliquer une personne de ressources dans certains dossiers, etc., etc. Donc, vraiment, je serai forcément dans un milieu où je vais m'occuper de la politique gabonaise sur tous les plans économiques, social, environnemental, etc., où je vais contribuer avec les autres. Vous savez, quand je dis qu'on va bâtir, ça ne veut pas dire que c'est vous. Quand quelqu'un bâtit un immeuble, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a tapé l'appel, etc. L'architecte fait son boulot, le maçon fait son boulot, le ferronnier fait son boulot, le charpentier coffreur fait son boulot, c'est tout ça. Donc je vais être dans cette équipe qui va conduire les chantiers à des degrés divers initiés par le président de la République lorsque je suis d'accord avec ces chantiers-là. Et pour le moment, je peux dire que il n'y a pas d'ailleurs que ça change. Je suis totalement en emphase avec ce qui est tracé par le président de la République. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, Monsieur le Premier ministre, que depuis que vous avez démissionné, Libreville roule de commentaires? Vous n'êtes pas le premier à démissionner depuis le 30 août. On a vu vos collégionnaires le faire en groupe ou en singleton. Ça a eu l'effet peut-être d'un feu de paille, mais avec vous, ça ne finit pas de spéculer, de commenter. Ça peut être dû l'effet du Yoruba. Oui, ça peut être dû à plusieurs choses, mais je retiens à seule chose. Je suis un homme public. Je suis en politique depuis 45 ans. Au cabinet du chef de l'État, au gouvernement, assemblée, j'ai occupé les fonctions que vous avez rappelées, j'ai créé des partis politiques, donc j'ai quand même des connaissances, quelques, je dirais, quelques alliés un peu partout, hein, peut-être pas beaucoup, mais quand même ça existe. Il n'y a pas une seule province au Gabon où je ne peux pas dire que je connais tel, non, je connais un peu les gens. Et bon, j'étais à la tête d'un grand parti, d'un grand parti. C'est normal que quand j'en parle, que le public, aussi bien mes partenaires que ceux qui sont contre, en parlent. Je trouve que c'est normal. C'est normal parce que je fais quand même partie des hommes politiques les plus en vue. S'il y en a 100 au Gabon, je dois en faire partie. S'il y en a 200, je dois en faire probablement partie. S'il y en a 10. Je ne sais pas. S'il y en a 10, je ne sais pas. Mais s'il y en a 100, on dira même 5. Parce que, à juger par les commentaires qui grouillent dans la capitale gabonaise à l'intérieur, on se rend compte que Paul Yoruba, c'est une très bonne pioche pour plus Dr. Oligui. Bon, je m'hasarde à le dire, même si vous ne l'avez pas dit. Nous allons terminer notre entretien. Nous ne sommes pas allés au fond des sujets, puisque vous avez un peu restreint notre volet de curiosité. Si vous était demandé d'adresser un message au peuple gabonais, vous avez la caméra. D'une personne qui a de l'ambition réelle pour ce pays, vice-clotaire Oligui Nguema. Je pense que ce premier mandat, l'effort que nous tous nous devons faire, c'est soutenir son action en faveur du Gabon. Il faut la soutenir. Si nous la soutenons, il aura plus de force pour aller de l'avant et les retombées seront partagées par tout le monde, par toutes les Gabonaises et les Gabonais. C'est ce que, à mon niveau, je vais essayer modestement de faire, apporter un soutien appuyé et de modestes contributions.
quand il y a un fort vent qui souffle, c'est vrai que les feuilles mortes tombent de l'arbre. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir à quoi peuvent servir encore ces feuilles mortes. C'est pour nourrir l'humus, pour nourrir la terre qui fera pousser d'autres arbres et qui forceront à ce que les fruits de ces arbres soient des fruits exquis et qui pourront nourrir des générations et des générations futures. Sur cette réflexion-là, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais vous remercier pour l'avoir fait. J'ai lu quelque part dans les réseaux, effectivement, que ceux qui partent sont des feuilles mortes. Ça m'a fait sourire parce que ces personnes n'ont pas beaucoup réfléchi comme vous. Et je voudrais appuyer ce que vous dites. Dans le temps, quand il n'y avait pas beaucoup de pesticides et tout, l'humus d'engrais était constitué de feuilles mortes. Moi, quand j'étais à l'école dans les années 60, tous les matins, j'étais interne à la mission catholique Sainte-Marie. J'étais interne. Après la messe, avant d'aller au cours, on ramassait des feuilles mortes qu'on mettait dans un endroit précis, une espèce de mur. On jetait des feuilles de manguier, feuilles de cocotier, feuilles d'avocat, on les jetait là. Les feuilles mortes. Ces feuilles mortes se transformaient en humus. Et c'est avec cet humus que l'on faisait les jardins. Vous voyez, là où il y a l'Immaculée Conception, là, c'est là où il y avait les jardins potagers des missionnaires. L'engrais était naturel. Et avec l'engrais qu'on fait à base de feuilles mortes, ça donnait de très beaux légumes. Des tomates, des choux, la salade, etc. Donc, les feuilles mortes sont utiles parce que, comme vous l'avez dit, elles vont régénérer l'humus qui va permettre de donner, pour ceux qui font de l'agriculture, et là, il n'y en a pas beaucoup au Gabon, c'est un secteur qu'il faut absolument développer parce que nous sommes dépendants alimentaires. C'est avec les feuilles mortes que l'on fait de l'humus et c'est avec de l'humus propre, non nocif, que l'on peut obtenir de bien meilleurs produits maraîchers. Voilà, ça a été dit par Paul Biya. Oui, on peut rentrer par le haut. Cela ne signifie pas qu'on ne connaît pas le bas. C'est celui qui est en hauteur qui voit mieux ce qui se passe loin et en dessous. Je voudrais dire que si on ne m'empêche pas de partir, si on ne m'arrête pas de partir, c'est parce qu'on n'arrête pas le vent avec la main. À la prochaine.